sommes avec Benjamin Morel, maître de conférence à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Ravi de vous retrouver sur le plateau du 64, Benjamin. Alors, ce qui a marqué l'actualité cette semaine, il y a plusieurs sujets, mais c'est d'abord cette polémique après la diffusion d'une vidéo montrant la célébration d'une fête juive, Hanouka, à l'Élysée. Alors moi, je vais vous poser une question simple. Emmanuel Macron a-t-il, oui ou non, porté atteinte au respect de la laïcité? Oui, parce qu'en réalité, il faut bien comprendre que l'Élysée, c'est évidemment la maison de tous les Français, c'est un lieu public et qu'à partir de là, eh bien, tenir une cérémonie à l'Élysée, ça n'est pas réellement possible. Et que, certes, les présidents de la République peuvent se rendre potentiellement à des offices de quelque religion que ce soit, mais ils le font à titre privé, ils n'interviennent pas. Et ici, on n'est pas dans un lieu de culte. On est, en effet, dans un bâtiment public. C'est même pas une question de loi de 1905, en réalité. Depuis 1879, à l'époque, MacMahon, qui est le président en place, est très clérical, il est monarchiste, et il tient la place, dit-il, en attendant le retour d'un roi. Eh bien, depuis 1879, on n'a pas tenu d'office à l'Élysée, parce que si jamais vous tenez l'office pour une religion, ça implique de le faire pour toutes ou pour aucune. Et la République étant universaliste, ce faisant, comme elle ne peut pas tenir tous les offices possibles et imaginables, elle se tient à une stricte neutralité, donc ça ne peut pas avoir lieu à l'Élysée. Et ça, évidemment, c'est une rupture qui est une rupture assez fondamentale dans le logiciel universaliste républicain. Alors pourtant, Emmanuel Macron, lui, se défend d'avoir de toute atteinte à la laïcité. Est-ce que c'est une façon pour lui de se rattraper ou de faire oublier son absence à la grande marche contre l'antisémitisme? Il y a probablement, en effet, une volonté, je dirais, de là-dessus compenser une absence qui a été une absence remarquée. Mais écoutez, par exemple, le président du CRIF. Remarqué, mais assumé. Remarqué. Il avait prévenu qu'il ne serait pas présent, mais qu'il était là par le cœur et par la pensée. Il y avait une volonté, entre guillemets, de ne pas apparaître à l'époque comme clivant. La réalité, c'est qu'apparaître dans une marche contre l'antisémitisme, le mot d'ordre n'a pas vraiment un caractère clivant, a priori, tout du moins peut-on l'espérer. Là, on est sur quelque chose qui relève du clivant. Donc on voit qu'il y a profondément, probablement, une volonté de compenser. On voit que c'est tout le contraire qui s'est passé. Et que le président du CRIF, qui réclamait sa présence à la manifestation, ici a dénoncé une atteinte à la laïcité, parce que, évidemment, lorsque vous tenez une cérémonie à l'Élysée, une cérémonie hébraïque, vous avez certains complotistes, certains antisémites qui ne vont pas, dans les prochains mois, les prochaines années, manquer une telle occasion de voir accréditer leur thèse et de donner le sentiment que là-dessus, il y a en effet un privilège, ce qui aujourd'hui fragilise encore un peu plus la sécurité de nos compatriotes juifs. Oui, c'est ça, on imagine que cette déclaration du CRIF, du Conseil représentatif des institutions juives de France, de parler d'une erreur, c'est pas très très bon pour la communication politique d'Emmanuel Macron. Mais non, parce qu'en réalité, objectivement, c'est très très difficile à défendre. C'est-à-dire que, évidemment, vous avez des ministres qui se sont répandus sur les plateaux, idem pour des députés, des porte-parole de La République En Marche. Mais la réalité, c'est que ici, encore une fois, c'est la substantifique moelle, non seulement de la laïcité, loi de 1905, mais de l'esprit laïque, universaliste, républicain qui est atteint. Et donc, défendre ça, c'est très très compliqué et ce n'est pas forcément demandé, y compris par les religieux ou par les associations représentatives type CRIF. Ce n'est en règle générale pas du tout demandé. Donc là, on a une erreur de communication majeure, et cette erreur de communication majeure, évidemment, elle porte à conséquence, elle est dure à assumer, elle est dure à vendre. Alors un autre sujet important cette semaine, Benjamin Morel, c'est le projet de loi immigration qui va être débattu à partir de demain à l'Assemblée. Alors je rappelle pour nos téléspectateurs que le Sénat a déjà adopté une version un peu plus dure de ce texte. Le président du Parti Les Républicains, Éric Ciotti, a d'ores et déjà dit qu'il refusait de voter le projet de loi du gouvernement. D'abord, qu'est-ce qu'il reproche à ce texte ? Il lui reproche de ne pas être assez dur. C'est-à-dire que le texte tel qu'il sortait du Sénat, déjà Éric Ciotti avait dit ce texte est trop mou. Donc déjà, il y avait une volonté de marquer, je dirais, un non au fond du texte. Et là, le texte tel qu'il est sorti de la commission, parce qu'il faut voir qu'il y a déjà eu une modification sur ce texte au stade de la commission parlementaire, il est revenu un peu plus au texte original, voire il a été amendé dans un sens plutôt proche de la gauche de la majorité. Ça, c'est pas votable pour LR. Et le fait qu'aujourd'hui, Éric Ciotti dise on veut le texte du Sénat, alors qu'avant, il trouvait ce texte trop mou, signifie qu'en réalité, LR, quoi qu'il arrive, n'a pas envie de voter ce texte, pour des raisons politiques qu'on peut comprendre. À quoi sert LR aujourd'hui dans le paysage politique ? Si LR est d'accord avec la majorité sur l'économie, sur la sécurité, sur l'immigration, que ne font-ils pas dans la majorité ? C'est ce que leur diraient leurs électeurs, notamment en vue des prochaines européennes. LR a besoin de montrer que, sur ce sujet au moins, il y a une vraie différence entre d'un côté les macronistes et eux-mêmes. Pour ça,
voter un tel texte, eh bien évidemment, serait extrêmement compliqué d'un point de vue strictement politique. Mais ce rejet d'Éric Ciotti vis-à-vis de ce texte, il fait l'unanimité au sein des rangs de la droite? Ça va être la question. C'est-à-dire qu'au sein du groupe LR, vous avez en réalité un groupe qui est un groupe de survivants. Ils n'ont pas été élus grâce au score de Valérie Pécresse. Ils n'ont pas été élus grâce au parti. Ils ont été élus sur leur équation personnelle. Néanmoins, la majeure partie des députés qui ont survécu à l'élection de 2022 eh bien, ont été élus dans des circos plutôt à droite, voire très à droite, souvent sans main tendue de la Macronie, même si certaines leur avaient été promis. Et donc, ce faisant, il n'est pas certain que ce groupe, de manière suffisante, penche en faveur du texte, en tout cas tel qu'il sort de la commission. Ce qui fait qu'actuellement, l'un des grands mystères, ça va être est-ce qu'un 49 alinéa 3 peut être utilisé? Auquel cas, Gérald Darmanin aura perdu son pari. Est-ce que la motion de procédure, qui est une motion qui va être déposée, motion de rejet, lundi, peut passer? Par les écologistes, et c'est ça d'ailleurs qui est étonnant, c'est qu'Éric Ciotti a dit qu'il était prêt à voter cette motion de rejet. L'alliance quand même entre les Républicains et les écologistes, dont les revendications notamment sur ce texte sont absolument aux antipodes, elle peut quand même sembler surprenante. Elle peut sembler surprenante, mais c'est plutôt malin de la part d'Éric Ciotti. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'une motion de rejet, si je suis technique? Eh bien, ça veut dire que l'Assemblée nationale refuse d'examiner le texte. Et donc qu'elle le rejette a priori. Mais dans ce cas-là, quelle est la bonne version du texte? Quelle est la version du texte à jour? C'est la version du Sénat. Et donc, ce faisant, on revient au texte qu'espère, en tout cas que dit espérer Éric Ciotti. On réunit une commission mixte paritaire dans laquelle LR est majoritaire. Et donc, le texte qui est conservé au bout du compte, ce n'est pas le texte rêvé par les écologistes, c'est le texte plutôt rêvé par LR. Et donc, in fine, est-ce que ça peut passer à l'Assemblée? Ce n'est pas certain. Mais en revanche, ça joue plutôt en faveur des Républicains. Oui, donc si je vous suis bien, la gauche n'a pas du tout intérêt finalement à ce que cette motion de rejet soit votée par tous les partis d'opposition. En fait, c'est un jeu de billard à quatre bandes. Admettons que cette motion soit votée. Vous avez un texte qui sort de la commission mixte paritaire et qui, à la couleur de LR, je dirais, est essentiellement marqué par la droite LR du Sénat. Ce texte, pour être adopté définitivement, il faut qu'il ait l'aval du Sénat. Très bien. Admettons qu'il l'ait. Il faut également qu'il ait l'aval de l'Assemblée nationale. Et là, ça va être compliqué, parce que certes, LR peut le voter, on verra ce que ferait le RN. Ça, c'est un autre gros point d'interrogation. C'est ça, pour l'instant, le RN entretient un peu le mystère sur sa position. On a quand même quelques indices qui nous permettent d'imaginer quelle peut être la stratégie du parti. Justement, alors si le texte finit par revenir à l'Assemblée et qu'il a la couleur de LR, il y a un risque quand même que la NUP la rejette, mais qu'également une partie de la majorité le rejette. Et donc il peut, in fine, capoter ce texte, ce que cherche la gauche. Donc vous voyez que là-dessus, la stratégie de LR est cohérente, la stratégie de la gauche l'est également. La stratégie du RN est une stratégie plutôt maligne, parce qu'en réalité, ce texte a deux façons de passer actuellement. Soit vous avez un 49 alinéa 3, meurtrier pour Gérald Darmanin, soit le RN s'abstient, voire vote pour. Et auquel cas, il y a une possibilité en effet de constituer une majorité, droite de la majorité d'un côté, LR de l'autre, voire RN. Ça va beaucoup fâcher la gauche de la majorité, mais en entretenant cette forme de suspense, le RN joue sur les nerfs et, in fine, s'il doit voter le texte ou s'abstenir, il pourra dire, comme il l'a fait sur plusieurs textes et plusieurs votes auparavant, regardez, ce texte, il n'est pas terrible, certes, mais on ne le jugeait pas si mauvais, il est passé, grâce à nous, Gérald Darmanin doit sa victoire à Marine Le Pen, ce qui, évidemment, est quelque chose qui, pour lui, sera lourd à porter. En tout cas, ça va être passionnant de suivre toutes ces stratégies politiques. Puisqu'on parle du Rassemblement national, je voudrais qu'on parle de Marine Le Pen, qui est renvoyée en correctionnel dans l'affaire des fonds détournés au Front National. Elle et 26 autres personnes seront donc jugées à l'automne pour détournement de fonds publics. Or, on sait que Marine Le Pen, elle est déjà engagée dans la bataille pour son parti pour les européennes 2024. Est-ce que c'est quelque chose, ce procès, qui peut la freiner dans son élan ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que du point de vue judiciaire, il y a quand même un risque qu'une peine d'inéligibilité soit prononcée. Si c'est le cas, c'est dramatique parce que pour elle, ça veut dire pas de 2027. Alors, il y a une procédure d'appel, etc. Il y a très très loin de la coupe aux lèvres. Et François Bayrou est passé sur le grill de la justice il y a peu pour un sujet absolument similaire. Il n'y a pas de peine d'inéligibilité qui, a priori, devrait pendre. Donc, ce faisant, on peut penser que là-dessus, ce n'est pas forcément trop dangereux pour Marine Le Pen, mais malgré tout, le risque est important. De l'autre côté, est-ce que ça peut affecter vraiment les dynamiques électorales? La réalité, c'est que non. Quand on regarde un petit peu les enquêtes d'opinion sur les affaires judiciaires, en règle générale, ceux qui pensent que le candidat est un mauvais candidat voient, biais de confirmation, l'affaire comme une façon de dire « je ne voterai jamais pour lui ». Ceux qui comptaient déjà voter pour le candidat
regardez par exemple l'affaire Fillon, vont considérer qu'il s'agit d'un complot et que donc ce faisant, eh bien, leur candidat n'est pas réellement affecté par le sujet. Ça peut même avoir l'effet inverse, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir un électorat RN qui s'entend que eh bien, cette affaire serait là pour freiner sa dynamique, se surmobilise, ce qui pourrait favoriser le RN. On sait que l'électorat RN sur ce sujet est non seulement le moins sensible à ce type d'affaires, mais peut également être le plus éruptif et le plus réactif. Donc il n'est pas certain que ça entrave d'une quelconque façon la marche de Marine Le Pen pour les européennes. Et on connaît déjà les arguments de défense de Marine Le Pen, ou elle reste pour l'instant plutôt silencieuse par rapport à cette affaire? Pour l'instant, on a des éléments qui sont des éléments encore disparates, mais du point de vue judiciaire, elle n'a pas trop intérêt en réalité à politiser cette affaire. On sait que la politisation d'une affaire politique n'est jamais bonne d'un point de vue judiciaire. En réalité, cette affaire, elle est très commune. C'est-à-dire que de quoi s'agit-il? Il s'agit d'assistants parlementaires. Ces assistants parlementaires, théoriquement, ils servent un député. Ils permettent au député d'assumer et de remplir les tâches inhérentes à son mandat. Seulement, comme à l'époque, vous avez des partis qui sont fragiles, qui n'ont pas vraiment de capacité d'organisation, c'est le cas du MoDem, c'est le cas du Front National à l'époque, eh bien, un certain nombre de ces attachés parlementaires, plutôt que de les faire travailler pour le député, eh bien, on va les faire travailler pour le parti, ce qui n'est pas la même chose. Le député sert le Parlement européen. Le parti ne sert que le parti. Et donc, ce faisant, eh bien, il y a une affaire qui relève, je dirais, d'un schéma assez classique et qui est tout bêtement une affaire d'organisation politique. Et un dernier sujet que je voudrais aborder avec vous, Benjamin Morel, c'est ce projet qui inquiète. Une société canadienne a obtenu l'autorisation de forer 8 puits de pétrole en Gironde. Ça suscite l'inquiétude des riverains, des militants écologistes. En pleine COP28, c'est pas un peu aberrant, ce type d'annonce? Alors c'est un peu aberrant, évidemment. Après... Là, on est quand même, la France est engagée dans les négociations pour la sortie ou le désinvestissement financier des énergies fossiles. On a du mal à comprendre. On peut avoir du mal à comprendre, en effet. Après, vous avez évidemment une manne financière et vous avez de l'autre côté, eh bien, je dirais, un jeu qui est un jeu politique. Il faut voir que malgré tout, l'immense partie de notre bilan carbone aujourd'hui, c'est un bilan carbone qui est exporté. Hein. C'est-à-dire que le fait de produire peu sur le territoire, le fait de considérer qu'en important du pétrole d'ailleurs, en important des objets manufacturés d'ailleurs, eh bien, nous aurions un bilan carbone inférieur à d'autres États, c'est en réalité très très hypocrite. L'important, ce n'est pas tant ce qu'on produit que ce que l'on consomme. Et donc évidemment que ça peut être choquant, évidemment qu'on peut y voir une position totalement contradictoire. Je crois que là-dessus, il ne faut pas non plus apparaître comme se cachant derrière son petit doigt. Et on imagine que le sujet va mobiliser les écologistes. Oui, probablement à raison. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui montre que sur ce sujet, on peut quand même être en porte-à-faux et avoir une approche relativement hypocrite, même si objectivement, on peut reprocher beaucoup de choses au gouvernement, etc. Il y a quand même une volonté internationale tirée par la France d'avancer sur ce type de dossier, même si souvent c'est assez peu efficace et on est parfois un peu seul. Merci beaucoup, Benjamin Morel, maître de conférence à l'Université Paris II Panthéon-Assas, et à bientôt sur